Hey vous, j'espère que vous allez bien en ce mercredi. Aujourd'hui je vous retrouve enfin pour un update lecture spécial roman où je vais donc vous donner mon avis sur mes 4 dernières lectures. Mais avant, générique. Déjà pour commencer, j'espère que ce petit décor qui a été légèrement modifié vous plaît. Ouais, j'avais envie d'avoir le thème d'Halloween même dans les vidéos où je ne parle pas d'Halloween, puisque l'autre décor principal c'est vraiment uniquement pour les vidéos où je parle d'Halloween. Enfin bref, j'espère que ça vous plaît. Voilà, j'ai modifié légèrement. Il manque juste la guirlande que j'aimerais allumer, mais j'ai perdu la télécommande, donc dommage, ce sera pour une prochaine fois, n'est-ce pas? Bon, en tout cas, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de mes dernières lectures. Vous allez voir dans cette vidéo, il y a du coup de cœur, j'en ai 2 pour sûr. Le troisième, je suis un petit peu à la limite, à la lisière entre le j'ai adoré et le waouh, c'est un coup de cœur, je sais pas trop encore. Et le quatrième, eh bien c'est une totale déception. Je vais d'ailleurs terminer par ce livre, ouais, parce que j'ai plein de choses à dire. Tout d'abord, The Wild par Owen Locanen, que j'avais reçu des éditions Hachette Roman, que je remercie très fortement parce que, comme vous l'avez vu dans cette vidéo, comme je vous l'avais dit, j'ai eu un coup de cœur pour cette histoire. Dawn est une ado en colère, qui cumule mauvaise fréquentation et activités douteuses. Un jour, sa mère l'envoie de force dans un camp de survie au fond des bois où d'autres jeunes dits à problème doivent gravir le pic du Corbeau. Grâce à leur bonne conduite, ils gagnent des privilèges, ce qui leur permet de monter en grade. C'est seulement quand on arrive au sommet qu'on est autorisé à quitter le camp. Dawn et les 5 autres adolescents de la meute doivent montrer de quoi ils sont capables pour gagner le droit de partir. Et Dawn est prête à tout pour sortir de là au plus vite. Mais au cœur de la nature, les personnalités se révèlent, les conflits éclatent, et survivre devient le premier des défis. Pour tout vous avouer, au départ, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire parce que l'histoire est écrite à la 3e personne du singulier, et si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que je suis vraiment méga hyper supra califragilistique expialidocious. Je sais pas pourquoi je dis ça, bref. Je suis donc hyper friande des histoires écrites à la 1re personne du singulier parce que dans ce cas-là, je ressens vraiment les émotions de la personne. J'ai l'impression d'être cette personne. Donc c'est vrai que quand je me remets à lire des livres à la 3e personne du singulier, je suis un petit peu voilà, je suis un petit peu déboussolée, on va dire, mais une fois que je me suis refamiliarisée avec cette 3e personne, franchement après ça va beaucoup mieux. Le début est quand même plutôt lent de façon justement à bien poser les bases pour de bonnes fondations par la suite. Il y a des révélations, des twists tout au long du livre auxquels on ne s'attend pas forcément. Il y en a certaines oui, mais d'autres non. À partir du moment où Dawn est dans cette forêt, c'est prenant. On ressent vraiment l'ambiance pesante qu'il y a sur ce fameux groupe. Les descriptions sont tellement bien écrites que j'ai eu l'impression à chaque fois de me retrouver dans ce fameux groupe de jeunes, de faire moi aussi partie de ce groupe de jeunes, alors que pourtant je n'ai rien fait. Mais franchement ouais, c'est vraiment bien décrit. Ce que j'aime aussi dans cette histoire, c'est que les chapitres sont très courts. Donc vous voyez, chapitre 59, on passe directement au 60... Quelques pages plus tard, le 61, 62, 63, 64, etc. Et vous avez aussi donc les notes de l'auteur dont je vais vous parler juste après. Donc ouais, je trouve que c'est vraiment bien d'avoir des courts chapitres, puisqu'en ce qui me concerne, je n'aime pas arrêter ma lecture quand je n'ai pas terminé mon chapitre. Donc là c'est vraiment cool, hein. C'est très facile de terminer un chapitre entre deux. Et donc vous avez par moment les notes de l'auteur qui sont là pour vous aiguiller, vous donner des pistes de réflexion dans votre réflexion justement vis-à-vis de votre lecture, qui vous spoil aussi par moment sans que vous l'ayez demandé. Alors pour ma part ça ne m'a jamais dérangé. Après j'ai lu sur internet, sur certains avis, que ça avait dérangé certaines personnes, donc si toutefois c'est le cas, n'hésitez pas à sauter ces pages si vous n'avez pas envie d'avoir l'avis de l'auteur, voilà. Mais je trouve que ouais, c'est original d'avoir ajouté ces petites pages là. En somme, si vous aimez les thrillers young adultes, je vous le conseille très fortement. Pour ma part j'ai eu un coup de cœur, mais je pense qu'il aurait pu être encore plus grand si il avait été
été écrit à la première personne du singulier avec différents points de vue de différents personnages. Là clairement ça aurait été le must. J'ai lu For Hill, le premier tome, Le foyer des cendres par Vanessa Altmeyer chez les éditions Alter Real. J'ai clairement adoré et c'est également un gros coup de cœur. Là pour le coup j'ai eu un gros coup de cœur pour cette histoire qui est hyper originale. Mais avant, de quoi ça parle? Sa carrière de journaliste est rien que sa carrière. Voilà ce qui compte pour Lisa Kincaid. Jusqu'au jour où elle fait un burn-out et plaque tout. Elle se voit alors contrainte de retourner à For Hill, petit village des Highlands qu'il a vu grandir et qu'elle a quitté sans regret. Et pour cause, sa mère prétend être une sorcière et les gens du village se sont toujours méfiés de sa famille comme de la peste. En plus, une famille étrangère s'est installée dans le vieux château sur la colline. Un père et ses 2 fils, tout aussi singuliers que fascinants. Parmi eux, Yann. Ce mystérieux étudiant en droit semble cacher bien des secrets. Et puis il y a cet article dans le journal local sur la disparition de jeunes filles, intéressant, étrange aussi. De quoi se remettre doucement le pied à l'étrier et passer le temps. Lisa devrait pourtant le savoir, dans les Highlands, il faut se méfier des apparences, au risque de se brûler les ailes. Dès les premières pages lues, j'ai trouvé l'histoire tout de suite prenante, addictive. La plume de l'autrice est tellement fluide et tellement agréable à lire que j'ai dévoré les pages et je l'ai lu mais tellement rapidement. C'est une histoire surtout qui est originale. Ouais, ce n'est pas une énième histoire de vampire, non, là c'est une autre créature que je n'avais jamais lue dans des romances et franchement je trouve que ça fonctionne parfaitement bien. Je trouve que c'est une trop bonne idée, c'est de la fantasy qui fonctionne, c'est intriguant, j'ai beaucoup aimé le personnage de Lisa. Tout de suite je me suis attachée à elle et j'ai tout de suite adoré son caractère puisqu'on sent, on voit que c'est un personnage qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, que c'est une femme forte qui a du caractère et vous le savez, hein, je n'arrête pas de vous le dire à chaque fois que je vous parle de lecture, j'adore les personnages féminins qui ont du caractère et qui ne se laissent pas marcher sur les pieds, qui sont totalement aux antipodes de Anastasia Steele, n'est-ce pas? Ouais, j'adore quand les femmes sont fortes et qu'elles ont du caractère et qu'elles sont prêtes à envoyer bouler n'importe qui parce que bah, ça marche pas comme elle le voudrait. Moi j'adore, voilà, c'est mon point de vue et Lisa est comme ça et du coup je me suis laissée prendre par son histoire, par son retour à For Hill, sa découverte de personnages plutôt intrigants et il y a de la romance dedans, vous vous en doutez, franchement j'ai trop aimé. En plus d'être additif, c'est rythmé, il y a des révélations, il y a des twists, enfin bref, j'ai tellement hâte de lire la suite, vous pouvez même pas imaginer à quel point. Si ça peut vous intéresser, le tome 2 est déjà sorti, le tome 3 va bientôt sortir en décembre si je ne dis pas de bêtises, et sachez que cette saga va contenir en tout 15 tomes. Ouais, de quoi faire durer le plaisir. Le Roi Maléfique de Holly Black chez les éditions Rajo, qui est donc la suite du Prince Cruel. Vous le savez ou peut-être pas, d'ailleurs je vous mets la chronique juste là, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce premier tome. Et donc maintenant, qu'en est-il du second? Mais avant, le résumé bien sûr. Pour ne pas vous spoiler le tome 2, je vais plutôt vous parler du résumé du tome 1. Enlevée au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant, Jude vit parmi les Fae, des créatures sublimes, immortelle et cruelle. Mais être humaine à Terra Fae est un défi incessant, et savoir manier l'épée, maîtriser les usages, ne suffit pas. D'autant que Jude s'est fait un ennemi de choix, le prince Cardan, héritier de la couronne. Pour gagner sa place à la cour, appartenir vraiment à cette terre de magie, Jude doit le défier, quelles qu'en soient les conséquences. Je dirais que j'ai eu un coup de cœur pour ce roman, mais en même temps il y a certains éléments qui font que je rabaisserai le niveau à dire juste j'ai adoré. Vous voyez ce que je veux dire? Donc disons que je suis partagée. Je n'ai clairement pas eu un aussi gros coup de cœur pour le premier tome, ça c'est sûr et certain. Mais j'ai quand même grave kiffé ma lecture. Franchement, c'est une histoire qui ne dépérit pas. Voilà, vous savez, des fois quand on lit une saga, des fois ça peut arriver quand on lit un premier tome qu'on a adoré, que le tome 2 soit moins bon, ou le tome 3. Et c'est vrai que là pour le coup, non, c'est vraiment sur la même longueur d'onde. Voilà, ça ne baisse pas en qualité, je dirais. Mais disons que c'est le côté romance, voilà, qui fait que j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus présent. Bref, je vais vous parler de ça après. Quoi qu'il en soit, au tout début de ma lecture, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans, car je ne savais plus qui était qui, où est-ce qu'on se situait, et après,
quelques chapitres plus tard, ouais, ça a fini par aller mieux. Parce que ouais, vous le savez, hein, je lis beaucoup de fantasy et ce tome-là, j'ai dû le lire en début d'année. Ouais, je crois. Donc c'est vrai qu'entre temps j'ai lu pas mal de romans fantasy. Donc c'est vrai que quand on lit beaucoup de livres, au bout d'un moment on finit par s'y perdre. Voilà, et c'est vrai qu'au départ je ne savais plus qui était qui, sachant que cette saga a quand même pas mal de lexique propre à elle. D'ailleurs à la fin vous avez un lexique qui vous explique eh bien, les mots de cette histoire. Donc c'est vrai qu'au départ j'ai eu un petit peu de mal à me ressouvenir de tout, mais quelques chapitres plus tard, clairement ça allait beaucoup mieux. J'aime toujours autant le personnage de Jude, qui est toujours un personnage féminin qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Elle a un caractère fort, elle sait où elle va, elle est ambitieuse, elle est maligne, elle est intelligente, elle est rusée. Enfin bref, je l'adore et ce n'est pas Cardan qui va l'arrêter, clairement pas. Bon, sauf à la fin du tome qui, clairement, la fin m'a déchirée et j'ai vraiment hâte d'être en janvier, le 4 janvier précisément, puisque c'est le jour où sortira le tome 3 qui est Queen of Nothing en anglais. On en sait un petit peu plus sur Cardan, même si on n'en sait pas assez à mon goût. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus présent dans l'histoire. Oui, ok, il est présent, mais pas assez à mon goût. Pareil, j'ai adoré les scènes entre Jude et Cardan, mais à mon sens, il n'y en a pas assez. Je vous l'avais déjà dit pour le tome 1. Il n'y en avait pas assez dans le tome 1 et je trouve qu'il n'y en a pas assez dans le tome 2. J'aimerais revenir sur un fait que je n'arrête pas d'entendre, de voir sur TikTok et que j'ai envie de contredire. Puisqu'en fait sur TikTok, je vois souvent passer cette saga et à chaque fois, les TikTokers disent que c'est une saga de romance. Que c'est de la romance. Sauf que non. Enfin oui, il y a de la romance, mais non, ce n'est pas le thème principal. Le thème principal, c'est de la fantaisie. Même le thème de la politique et du complot sont beaucoup plus présents que la romance à l'intérieur. La romance, je dirais qu'elle est au 3e ou 4e plan. Donc ouais, il y a de la romance dedans, mais ce n'est pas le thème principal. Je tiens à rétablir les choses pour ne pas que vous soyez déçus en fait. Parce que c'est ce que j'ai eu, le sentiment que j'ai eu à la fin du tome 1. Quand je l'ai terminé, je me suis dit non mais attends, il n'y a pas assez de romance, j'ai un goût trop peu en fait. Bah ouais, parce que avant de commencer le tome 1, je pensais que c'était la romance le thème principal. Or non, c'est vraiment de la fantaisie et vous avez une touche de romance à l'intérieur. Voilà, je tiens à rétablir les choses parce que c'est ce que je vois souvent passer sur TikTok notamment, comme quoi c'est de la romance, mais non, c'est de la fantaisie avant tout. En tout cas, j'ai vraiment adoré ce second tome et franchement, sincèrement, j'ai tellement hâte de lire le 3e tome vu la fin que l'autrice nous a fait. Non mais c'est pas possible d'attendre en fait jusqu'au mois de janvier. C'est pas possible en fait. C'est la fin, elle nous laisse littéralement sur les fesses. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est un livre que je n'ai pas spécialement adoré. En tout cas, avant de le lire, je n'attendais rien, mais vraiment rien. Je pensais juste passer un bon moment, mais au final j'ai plus été ennuyée qu'autre chose et c'est dommage. Il s'agit donc de The Kissing Booth 3 One Last Time de Bess Reckless chez les éditions Hachette Roman, que je remercie puisque c'est eux qui me l'ont envoyé il y a quelques temps. Pour ne pas vous spoiler le tome 2 ni le tome 3, on va revenir aux bases de cette histoire. Rachel et Lee sont amis depuis toujours. Pour la kermesse du lycée, ils créent un Kissing Booth, une sorte de kiosque à bisous. L'idée semble géniale, jusqu'à ce que Rachel, surnommée Ella, se retrouve obligée d'animer le stand. Elle qui n'a jamais embrassé personne. Ouais, sacrée ironie du sort. Il y aurait de quoi se débiner si dans la queue n'attendait pas Noah Flynn, sur qui elle craque depuis des années. Leur baiser digne d'un film hollywoodien doit pourtant rester secret, car Noah est le grand frère de Lee, qui risque de très mal prendre cette nouvelle. Rachel plus Noah égale conte de fées ou naufrage assuré? Comme j'avais lu les 2 premiers livres que j'avais bien aimés, eh bien je voulais connaître la fin, le fin mot de l'histoire en fait. Et je voulais surtout lire le livre avant de voir le film, mais comme je n'ai pas spécialement aimé l'histoire, eh bien je ne regarderai pas le film. Ouais, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce 3e tome n'était pas prévu. Il n'était pas prévu et je pense que Netflix a voulu surfer sur la vague, sur la popularité de des 2 premiers films et donc ils ont créé le film, donc le Kissing Booth 3, et l'autrice a donc écrit ce livre en fonction du film, ce qui était différent des autres puisque les 2 premiers tomes elle les avait écrits avant que Netflix fasse des films et là cette fois-ci c'était l'inverse. Bref, d'après ce que j'ai cru comprendre, le film et le livre sont vraiment des copier-coller, voilà. Au cas où, comme ça vous saurez.
Comme beaucoup de sagas, que ce soit de films ou de livres, je dirais que c'est le livre de trop, où le schéma se répète. C'est-à-dire que Ella, encore une fois, a un dilemme au tout début et elle doit choisir dans quelle université elle va se retrouver. Donc si elle va choisir l'amitié ou l'amour, son meilleur ami ou son petit copain. Sauf que bien sûr elle met tout le livre à se décider, bien sûr elle garde ça pour elle et quand ça va se savoir, eh bien ça va foutre le bazar. En plus il y a d'autres petites choses qui vont arriver, enfin bref, je trouve que c'est le livre de trop où le schéma se répète. Dans le tome 2, je me souviens que Ella avait a vu des choses, il y avait des quiproquos avec son petit copain et au final, eh bien à cause d'un manque de communication, on s'aperçoit que ah ouais, tout ça pour ça en fait. Finalement bon, il n'y aurait pas eu d'histoire s'il n'y avait pas eu ça, mais on se dit en fait toute cette histoire que pour ça, enfin tant mieux, mais en même temps, enfin voilà quoi. Et là j'ai l'impression que le schéma se répète, on se dit mais tout ça pour ça finalement. Donc ouais, je trouve que c'est le livre de trop. Pour moi, je ne vais garder en tête que le premier livre et que le premier film. Voilà, j'ai pas envie de cette suite qui, je trouve, se répète. Ce troisième tome est long, c'est plutôt ennuyeux, ouais, je pense que c'est aussi le fait que je ne sois plus la cible de ce genre de lecture. Ouais, je pense que je ne suis plus la cible, mais voilà, c'est un schéma qui se répète et c'est... On a compris quoi au bout d'un moment, on a compris. Voilà pour la saga The Kissing Booth. Donc sachez qu'il y a donc dans la même série, il y a le tome 1 et le tome 2 qui sont sortis, et aussi donc le tome 3 en version papier, et vous avez ces deux livres là en version numérique. Enfin je pense que ce sont des petites, voilà, ce sont des épisodes inédits que vous pouvez retrouver en e-book si ça peut vous intéresser. Voilà tout le monde pour cette vidéo, pour ces 4 dernières lectures. N'hésitez pas vous aussi à marquer en commentaire ce que vous avez pensé de ces livres si vous les avez lus, bien sûr sans spoiler, je vous fais confiance. Avant de vous quitter, je vais vous faire un petit book haul improvisé où je vais vous présenter les 3 derniers livres qui ont rejoint ma pile à lire récemment et je voulais absolument vous les montrer parce que je pense que je ne vais pas faire de book haul avant un certain temps, donc comme ça au moins eh bien vous les aurez vus. Donc le premier, il s'agit de 900 des éditions Hachette Roman que je remercie puisqu'ils me l'ont envoyé il y a quelques temps par Maëlle Pau. J'aime beaucoup trop la couverture. En 2020, une épidémie a ravagé le monde, des hommes sont morts, des villes ont été détruites. Seuls 1000 nouveau-nés ont pu être sauvés, 500 garçons et 500 filles qui ont été élevés dans des orphelinats séparés, 900 est l'une de ces filles. Elle appartient à la génération réparatrice, celle qui créera le monde de demain, un monde où les discriminations n'existent pas. Elle est le numéro 900 parmi ses 1000 enfants et pendant 17 ans, elle n'a vécu qu'avec des femmes. Dans un mois, les 1000 quitteront leur orphelinat, une nouvelle vie débutera. Avant de partir, il leur faut toutefois apprendre la vérité, ils ne sont pas seuls. Et le deuxième livre, il était prévu que je l'achète plus tard, mais quand j'ai vu qu'il existait en hardback, quand je l'ai vu en hardback à l'espace culturel de Leclerc, bah j'ai craqué, voilà, parce que jusqu'à présent je ne le voyais que en paperback et en hardback il est trop beau avec sa couverture dure. Donc c'est L'Empire d'écume par Andrea Stewart, le premier tome La fille aux éclats d'os chez les éditions Big Bang. Il est tellement beau avec cette dorure, avec cette clé et ce phénix, il est vraiment canon et je trouve que les livres en hardback c'est vraiment des livres qui sont trop beaux et ça fait trop joli dans la bibliothèque. Dans un empire contrôlé par la magie d'os, Lynn, la fille de l'empereur, va devoir lutter pour réclamer son droit au trône. Voilà pour le micro résumé. Witch and God, le premier tome, et la promise par Liv Stone chez les éditions BMR. Je suis tellement dégoûtée de l'avoir acheté après avoir fait ma palle pour le challenge à l'October, sinon il serait dedans, ça c'est sûr et certain parce que clairement on est dans le thème, mais je ne vais pas le faire parce que j'ai envie de réussir mon challenge cette année. Mais bon c'est pas grave, il sera lu au mois de novembre. C'est donc l'histoire de Ella, en fait une jeune sorcière qui est sans don, enjouée et pétillante, qui vit dans le monde des vivants et je crois qu'elle va faire la rencontre, voilà, c'est sa sœur qui va devoir se marier avec le fils de Zeus, donc c'est Deimos, le dieu de la terreur, sauf que Ella ne veut pas que sa sœur se marie avec ce gars, du coup voilà il va se passer tout un tas de choses et vous vous doutez bien que ce Deimos, le dieu de la terreur, est plutôt canon. Voilà, je pense que c'est lui sur la couverture, je pense. Mais en tout cas ouais, j'ai trop hâte et la couverture est tellement belle. Ouais je sais, je me répète mais je suis fan, vraiment. Et quant à moi, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain dans une nouvelle vidéo spéciale Halloween où je vais vous partager des séries qu'il faut absolument revoir ou voir pendant cette période. Plein de bisous à vous. Bye. Yeah.